Merci à tous d'être venus si nombreux pour un sujet comme celui-ci qui me tient à cœur personnellement, qui est peut-être un peu en décalage, je pense, avec certaines théories économiques notamment et monétaires qui ont pu être dites alors sur la table ronde précédente qui étaient passionnantes, mais aussi au cours de la journée et qui sont globalement majoritaires parmi les bitcoiners, on va dire. Donc je vais essayer de traiter ce sujet-là en étant un petit peu en décalage et puis on va essayer de générer un débat là-dessus. Donc moi je suis Alexandre Sachenko, donc j'ai cofondé Blockchain Partner en 2015, qui était un cabinet de conseil et de stratégie et d'expertise sur les sujets crypto auprès d'entreprises et d'institutions publiques. Et en 2021, du coup, nos équipes ont rejoint KPMG France, qui aujourd'hui un des leaders de l'audit et du conseil, et donc on fournit des services qui ressemblent effectivement à du conseil et de l'expertise stratégique sur les sujets crypto pour les grandes entreprises, institutions financières, etc., etc. Je suis aussi fondateur et membre du board de l'ADAN, qui est l'association des professionnels du secteur crypto en France. Et donc à ce titre-là, j'ai beaucoup participé dans les précédentes années à tout ce qui a été élaboration du cadre réglementaire, fiscal, les normes comptables, etc. etc. Et donc je me suis pas mal investi là-dedans. Et si jamais il y a des questions, on pourra aussi les traiter. Merci également, j'en profite pour dire un merci à Jonathan, à toute son équipe, à Stackinsat, à Surfin Bitcoin, à Cryptosphère, aux bénévoles qui font tourner l'événement. Donc KPMG est sponsor, on est très content de soutenir l'écosystème, de soutenir le rayonnement de la France à l'international avec un événement comme ça. Donc c'est super cool et bravo pour ce que vous faites. On va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, deux disclaimers. Le premier, je ne serai pas exhaustif. Vous vous doutez bien qu'avec un sujet comme ça, en 20 minutes, ça va être compliqué d'être exhaustif. Donc ne m'en tenez pas rigueur. Il y a sûrement certains endroits où je vais aller un peu rapidement à la conclusion. Ce sera l'occasion d'en débattre par la suite. Mais évidemment, je ne pourrai pas être exhaustif sur un sujet comme ça. Deuxième disclaimer, et en particulier pour nos amis journalistes présents dans la salle, les opinions exprimées ne sont pas celles de KPMG France. Donc merci de ne pas sortir un titre. KPMG France pense que... Alexandre Sachenko pense qu'il se trouve qu'il est salarié de KPMG France, ce sera un peu plus légitime. Merci. Ceci étant fait, sur des sujets un peu touchy comme ça, je suis obligé de faire ce genre de disclaimer. Donc, ceci étant fait, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais d'abord poser une question. Qui dans la salle connaît ce livre? Est-ce que vous pouvez lever la main? Pas grand monde. Hein. Un certain nombre, ok. Non, mais on n'aurait pas pu continuer sans vous. Hein. C'est vraiment... Non, donc du coup, ce livre c'est un livre important, dans les années 90, qui a été sorti par un auteur américain qui s'appelle Francis Fukuyama, comme c'est écrit sur la couverture. Couverture extrêmement simple, il n'y a pas de rognage et de détourage, mais qui a une thèse qui a bercé en particulier les élites économiques et politiques, surtout en Occident, dans ces 30 dernières années. Alors la thèse de ce livre, c'est quoi? C'est écrit dessus, c'est la fin de l'histoire. Alors c'est quoi la fin de l'histoire? Pour faire un peu rapidement, la fin de l'histoire, c'est le communisme est mort en 91. Donc tout rival à un modèle de société de démocratie libérale est également mort en 91. Et donc maintenant, l'avenir va être constitué de globalement une convergence vers ce modèle de démocratie libérale qui a gagné sur tous ses concurrents, qui est l'horizon indépassable de l'humanité. Et on va dire, on va aller vers de l'abondance, vers de la croissance infinie, vers de la prospérité pour tout le monde, etc., etc. Parce qu'on ne sait pas faire autre chose, en fait. C'est-à-dire que la thèse de la fin de l'histoire, c'est que l'histoire est finie parce que nous avons atteint le stade ultime de l'humanité. En soit déjà une thèse comme ça, qui est en pause, mais c'est une thèse qui marque dans les années 90 parce que l'ambiance générale, c'est de dire nous avons gagné contre le géant communiste et aujourd'hui, il n'y a plus aucune alternative que la démocratie libérale, donc elle va gagner, et elle a déjà gagné. Alors c'est une thèse qui est donc très importante parce qu'elle a irrigué culturellement la politique de ces 30 dernières années, puisque évidemment, si vous n'avez plus d'adversaires, ça sert à quoi de s'armer? Et donc, nous avons eu ces dernières années plein de tendances, on va dire, qui se sont marquées et que je vais détailler tout à l'heure, mais dont nous avons eu ces dernières années une forme de sortie. Alors, malheureusement, je suis un peu chafouin parce que je me suis fait divulgacher ma conférence par le président de la République il y a 2 jours, puisqu'il a utilisé le terme de la fin de l'abondance et de l'insouciance. Donc voilà, je n'ai pas de canal direct avec lui, et lui non plus, donc nous sommes parfaitement indépendants sur cette fin d'innocence. Mais cette fin d'innocence, c'est ce qu'on est en train de vivre depuis en gros 2-3 ans. C'est-à-dire la sortie, on va dire, de l'abondance infinie, la croissance infinie, les ressources infinies, et en fait, là, c'est la fin de l'histoire.
Je vous ai mis une citation de Machiavel qui est très intéressante. La nature nous a créés avec la faculté de tout désirer et l'impuissance de tout obtenir. C'est une phrase qui résume assez bien la géopolitique. La géopolitique, c'est la gestion de la rareté. Il y a un gâteau, il n'est pas assez grand pour tout le monde. Donc maintenant, on va se taper dessus pour savoir qui l'a. Ça, c'est la géopolitique dans un système de rareté. Le problème, c'est que depuis 30 ans, on est persuadé que la rareté, c'est fini. Et donc là, on a eu ces 2-3 dernières années, avec la pandémie et la guerre en Ukraine également, une forme de sortie de cette innocence. Tiens, en fait, tout n'est pas si abondant que ça, et on va avoir un retour de la géopolitique. Donc, on a, à ce titre-là, évidemment, plusieurs courants qui ont marqué ces dernières années et qui ont particulièrement résonné avec Bitcoin, et que je vais essayer de détailler. En tout cas, je vous donne des pistes de réflexion. Le premier, c'est tout ce qui a concerné la mondialisation versus la résilience. Alors la résilience, c'est un terme qui parle normalement beaucoup aux bitcoiners, parce que Bitcoin est créé pour ça. Mais de manière assez paradoxale, quand on parle effectivement aux bitcoiners, en règle générale, la théorie économique dominante, qui est une théorie dont on a pu voir quelques aspects tout à l'heure, c'est plutôt une théorie libre-échangiste. Donc quand on a eu la fin du communisme, globalement, on a eu cette fin, plus la Chine à l'OMC, plus les baisses des barrières douanières, etc. L'idée était de tendre vers un monde dans lequel, si le voisin fait mieux quelque chose que moi, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas lui qui fasse et que moi je lui vende quelque chose que je fais mieux que lui. Donc la mondialisation tend, de manière naturelle, à une spécialisation, qu'elle soit de métier ou qu'elle soit régionale, géographique, etc. Et le problème de la spécialisation, c'est qu'en règle générale, on revient à la case départ, c'est-à-dire qu'on crée des spécialisations, et donc on crée des dépendances. Ce que les bitcoiners appellent des single point of failure. Donc ça, on a eu, lors de la pandémie et lors de la guerre, des exemples extrêmement criants de tout ça. Oui, peut-être que les Chinois font mieux des masques que nous, ils les font plus rapidement, ils les font moins chers, ils les font mieux. Cependant, quand il y a une pandémie, on ne sait pas faire de masques. Donc la théorie économique voudrait que si on veut maximiser le rendement économique, si on veut maximiser le bien-être matériel pour tout le monde, eh bien tout le monde donne ses masques à faire aux Chinois. Je caricature évidemment. Mais la géopolitique, quand on sort de l'innocence, ce qu'elle veut, c'est, en fait, peut-être que si j'ai 1000 barils de pétrole à acheter et que j'ai quelqu'un qui me propose 1000 barils à 100, je ne vais pas le faire. Je vais en prendre 250 à 100 et je vais aller voir d'autres gens pour aller acheter 250 à 105, 250 à 110 et 250 à 115. Pourquoi je fais ça? D'un point de vue économique, c'est complètement débile. Mais parce que comme ça, je ne dépends pas d'une seule personne. Et ça, la mondialisation, en créant ces single point of failure, a montré une forme de limite ces dernières années, notamment autour de la pandémie et autour de la guerre, avec tout ce qui a été approvisionnement, notamment en énergie. Et donc le concept de résilience, il a particulièrement résonné avec Bitcoin, puisque, encore une fois, c'est la construction même de Bitcoin. La construction même de Bitcoin, c'est de sacrifier de l'efficience. On va faire de la redondance, on va mettre des nœuds partout, ils vont faire la même chose, ils vont stocker la même information. D'un point de vue économique, c'est débile, sauf qu'on le fait pour qu'il n'y ait pas de single point of failure, que si quelqu'un nous attaque, le réseau il tient toujours. Donc ça, c'est un sujet des dernières années qui a particulièrement résonné avec Bitcoin. Un deuxième sujet qui a particulièrement résonné avec Bitcoin, c'est les sujets de liberté et de surveillance. Alors, je vous ai mis une œuvre de Pascal Boyard à Paris que je recommande, donc si vous voulez aller voir ces différentes œuvres, en tout cas c'est très joli. Le sujet de la liberté, c'est un sujet qui a particulièrement cristallisé l'opinion ces 2-3 dernières années, notamment avec, évidemment, on va dire, la tête du bateau, c'était le pass sanitaire, parce que la question qui a été posée à la société, c'est à quel point on veut rogner sur des libertés individuelles pour nous protéger. Question qui se pose depuis la nuit des temps, c'est pas nouveau, mais là, on voit qu'avec des outils numériques, on est capable de passer un cap. On veut nous protéger d'une maladie, du coup on va mettre un pass, mais demain on voudra nous protéger d'autres choses, du coup on va mettre aussi un pass. Pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, je rappelle que dans la réglementation européenne sur les cryptos, était proposé le fait que pour toute transaction sans seuil et sans suspicion et sans montant, tout soit envoyé aux autorités européennes. Tout ça est fait pour votre bien, je le rappelle, évidemment. Donc il y a une question qui s'est posée, sans aller jusqu'à dire si c'est bien ou c'est pas bien, c'est un autre débat, je ne veux pas me lancer là-dedans, mais c'est juste que ça a remis en lumière ce genre de questionnement autour de la surveillance et de la liberté, et Bitcoin s'est proposé comme alternative et donc a particulièrement résonné à cette période-là. Et une troisième, évidemment, tendance qui a particulièrement fait résonner Bitcoin ces dernières années, c'est tout ce qui a été monnaie à outrance. Ce qui s'est passé, et je ne veux pas revenir dessus parce que ça a été beaucoup abordé sur les tables rondes précédentes, mais on a eu l'ouverture d'une boîte de Pandore. Sociétalement, quand vous avez été capable de sortir des centaines, des milliers de milliards de dollars et d'euros pour sauver l'économie, vous ne pouvez plus justifier
de ne pas utiliser de la même méthode pour sauver l'hôpital, l'école, l'environnement et tout le reste. C'est impossible. Donc vous avez ouvert la boîte de Pandore. C'est terminé. Parce que maintenant, quand on voudra demander des fonds pour faire X ou Y, eh ben, tout le monde pense que l'argent magique existe. Et donc il n'y a pas de justification possible pour sauver l'économie à un moment donné, et 2 ans après dire « Ah, mais pour l'hôpital, non ». Vous ne pouvez pas. Donc cette focalisation sur la création monétaire, sur le fait qu'en créant de l'argent, on crée de la valeur, et qui finalement se retrouve dans l'inflation, dans les prix des actifs, etc., évidemment, a aussi contribué à remettre la proposition de valeur de Bitcoin sur le devant de la scène. Une fois qu'on a ces 3 tendances, il y en a probablement d'autres, encore une fois, mais je ne vais pas être exhaustif aujourd'hui, mais on a le retour d'une forme de questionnement autour justement de la souveraineté et de Bitcoin. Alors souvent, quand on parle de souveraineté et de Bitcoin, on a 2 réponses majoritaires. On a une réponse plutôt d'anarchiste qui est de dire tant mieux, Bitcoin n'est pas contrôlable, donc il n'y a pas de souveraineté et c'est tant mieux. Et on a une réponse plutôt inquiète d'étatiste qui consiste à dire c'est pas contrôlable, donc non, ça ne va pas être possible. Comment c'est possible de favoriser la souveraineté d'un État ou d'un individu avec un actif qui n'est pas contrôlable? Alors je pense que c'est une vision qui est un peu manichéenne et qui est un peu de courte vue, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Quand on parle de souveraineté, il y a en gros 3 stades possibles, si je les dessine très caricaturalement. Le premier stade, c'est le meilleur, c'est on fait soi-même. Quand on fait soi-même, a priori, on ne dépend pas d'autrui. Donc quand on ne dépend pas d'autrui, on est en capacité de décider. Donc ça, c'est le mieux. Si tout le monde pouvait tout faire soi-même, ce serait super cool. Le problème, c'est qu'on revient à mon questionnement sur la fin de l'innocence. Ça, c'est possible dans un monde où l'abondance est infinie. Dans un monde où on revient au fait qu'en fait, on ne sait pas tout faire, on n'a pas toutes les ressources et on dépend des autres, on ne peut pas être le meilleur partout, surtout. C'est impossible. Donc il y a certains sujets sur lesquels on va maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur et on va maîtriser son approvisionnement et on va maîtriser ce qu'on fait. Mais évidemment, ce n'est pas possible partout. Je saute l'étage 2, j'y reviendrai après, mais le 3e étage, c'est le pire étage. C'est l'étage où on ne fait rien. Donc on dépend d'autrui. C'est le cas en ce moment, typiquement, avec l'approvisionnement en énergie. Dans ce cas-là, en fait, on n'a pas vraiment d'autre choix. Le meilleur choix qu'on puisse faire, c'est de diversifier pour mitiger le risque. Donc au lieu, c'est l'exemple que j'ai pris avec les barils, au lieu d'acheter 1000 pour 100, en fait, on va acheter 250 et on va augmenter le prix. Donc économiquement, ça ne fait pas sens, mais on le fait pour ne pas être dépendant. Mais ce que le numérique a apporté d'intéressant, c'est qu'on a un autre étage qui est au milieu, qui est l'étage du neutre. Chose qui était très difficile à faire avant, mais depuis qu'on a le numérique, on a de l'open source, on a des outils libres, on a de l'indépendance possible entre les deux. Et donc, pour moi, c'est notamment à ce titre-là que Bitcoin peut jouer un rôle intéressant, même dans le gain de souveraineté, de gagner un étage. Ce n'est pas forcément d'aller tout faire soi-même, mais parfois, c'est plus intéressant de monter d'un étage, quitte à ne pas contrôler quelque chose, certes, mais c'est mieux que si un rival le possède. Et ça, on pourrait en avoir, malheureusement, mais on pourrait en avoir des exemples sans les cryptos. Prenez l'administration française, si on avait un traitement de texte et un outil de feuille de calcul, évidemment open source et libre, on serait beaucoup moins dépendant d'entreprises étrangères. Le problème, c'est que comme l'économie prime sur tout depuis 30 ans, c'est la fameuse fin de l'innocence qui, je l'espère, va arriver, et en fait, dès que le calcul économique était en faveur d'un logiciel étranger, pas de problème, logiciel étranger. Et en fait, on se retrouve dans la situation actuelle. Donc, ce retour de la souveraineté, pour moi, il passe par quelques points. Le premier que vous avez peut-être en tête, c'est ce que Valéry Giscard d'Estaing et le général de Gaulle appelaient le privilège exorbitant dans les années 60, que je vous ai résumé avec un discours du général de Gaulle en bas, c'est-à-dire le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or, entraîne les Américains à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Ça, c'est le privilège exorbitant des Américains, dont la monnaie est basée, je le rappelle, sur rien depuis 50 ans. Ils peuvent contrôler globalement au prix de qui ils s'endettent. Donc ça, c'est quelque chose où quand on a à disposition sur la partie réserve de valeur un nouvel étalon qui est numérique, qui est rare et qui est non national, évidemment que d'un point de vue monétariste, on pourrait se dire « oui, mais c'est pas l'euro je le contrôle au moins ». Oui, mais lui, le Bitcoin, il te propose d'avoir un étalon neutre qui sera peut-être utilisé par d'autres personnes dans le monde. Alors certes, tu ne le contrôleras pas, mais c'est mieux ça que mon autre slide, c'est-à-dire l'extraterritorialité du droit américain, la fameuse. Je vous ai mis une définition de la DGSI, de l'extraterritorialité américaine.
Grande variété de lois et de mécanismes juridiques conférant aux autorités américaines la capacité de soumettre des entreprises étrangères à leurs standards, mais également capter leur savoir-faire, entraver les efforts de développement des concurrents, des entreprises états-uniennes, de contrôler ou surveiller des sociétés étrangères gênantes ou convoitées, et ce faisant de générer des revenus financiers importants. L'extraterritorialité du droit américain, elle a besoin d'une base juridique pour qu'elle soit, faite dans les règles de l'art. Et cette base juridique, dans 80% des cas, c'est l'utilisation du dollar, puisque c'est la monnaie américaine. Donc quiconque utilise le dollar est soumis au droit américain. Ce qui est hyper pratique, parce que, évidemment, la façon dont ils en parlent à l'étranger, c'est des mécanismes anti-corruption, c'est de dire on va lutter contre la corruption, c'est formidable. En règle générale, c'est la façade. La réalité derrière, elle est définie ici par la DGSI. C'est-à-dire quand il y a une entreprise étrangère qui nous embête, c'est qu'à ce moment-là que la corruption, ça nous embête. Et donc on s'en sert comme d'une arme géopolitique pour forcer les entreprises soit à payer des amendes, soit à faire ce qu'on veut, soit à ne pas attaquer un marché, soit à ne pas acheter une boîte américaine, soit à se vendre à une boîte américaine. Et l'actualité française des dernières années en est riche. Donc quand on a, de la même façon, pour poursuivre mon argument de tout à l'heure, un bitcoin, c'est-à-dire un étalon neutre non national, numérique, qu'on peut s'échanger partout sur la planète rapidement, sur de gros montants, sans avoir besoin d'intermédiaires financiers, normalement on vient d'enchaîner toutes les qualités nécessaires pour une monnaie internationale pour le commerce. Donc même si on ne la contrôle pas, je vais revenir sur mes étages, c'est mieux de passer de l'étage 3 à l'étage 2 que de ne pas bouger. Donc ici, Bitcoin a clairement un rôle à jouer pour la souveraineté, en particulier sur le commerce international, y compris pour des États entre guillemets développés, c'est-à-dire qui ont des monnaies qu'ils contrôlent et qui sont globalement stables. Autre étage de la fusée, venons tout de suite au premier étage aussi, faire soi-même. Qu'est-ce que c'est Bitcoin ? Bitcoin, ce n'est pas que une monnaie, c'est aussi une industrie, un écosystème, des entreprises, des emplois, de la richesse, de la valeur, etc., etc. Donc on a une occasion unique, alors que l'écosystème est encore bourgeonnant, d'accueillir chez nous. Alors à quoi ça fait écho d'un point de vue géopolitique ? D'un point de vue géopolitique, historiquement, en gros depuis que l'homme est sédentaire, c'est-à-dire 10 000 ans, on a adoré faire quelque chose, c'est contrôler les points de passage. Quand vous contrôlez un point de passage, vous prenez une position de force extrêmement importante. Pour prendre des exemples historiques, l'Angleterre est une petite île, cependant quand on contrôle les routes de commerce, d'un seul coup on devient le plus puissant empire du monde. Quand on contrôle un détroit, quand on contrôle un tunnel, quand on contrôle un point de passage, on est assez puissant. Dans le monde numérique, cette règle-là, quitte à déstabiliser peut-être certains maximalistes désolés, demain ou après-demain, nous n'aurons pas 100% des gens qui auront du Bitcoin et qui le détiendront sans intermédiaire. Ça n'arrivera pas. De la même façon, je vais faire écho à Lawrence Lessig, qui est un avocat américain, qui est à l'origine de l'expression Code is law, que vous connaissez sûrement, avait dit la même chose lors de l'émergence d'Internet, et avait dit la même chose en 2015 à des développeurs Bitcoin, en leur disant « Ne refaites pas la même erreur. Vous avez été persuadés dans les années 90 qu'avec Internet, vous allez pouvoir vous séparer du monde réel, vous allez vivre dans un monde virtuel, comme ça, sans aucun préjudice de race, de machin, pour reprendre la déclaration d'indépendance du cyberespace. 20 ans plus tard, on a les GAFA. Il y a un truc qui a cloché, en fait, entre les deux. Le truc qui a cloché, c'est que globalement, on a eu une communauté qui voulait préserver certaines valeurs et qui a refusé de faire des concessions pour rentrer dans le monde réel. Et de l'autre côté, des sociétés qui n'avaient pas les mêmes états d'âme et qui se sont précipitées pour servir la majorité de la population qui avait simplement envie d'un intermédiaire avec lequel commercer. Donc ne refaisons pas la même erreur. Il y a beaucoup de gens qui n'ont absolument pas envie de gérer le caractère anxieux, on va dire, de gérer leurs propres fonds sans intermédiaire, etc. Ça peut arriver peut-être un jour, ça n'arrivera pas a priori demain ou après-demain. Et tout ce que ça veut dire que vous allez avoir besoin d'entreprises, vous allez avoir besoin de gens qui vont opérer des plateformes d'échange, vous allez avoir besoin de licornes qu'on commence à avoir en France. Et tous ces gens-là, en fait, d'un point de vue parfaitement cynique, ça devient des points de passage, ça devient, on va dire, des capacités de nuire. Quand vous contrôlez un point de passage, vous avez la capacité de nuire à l'étranger. Vous avez la capacité de censurer, choses qui, évidemment, ne sont pas trop dans la philosophie bitcoiner. Cependant, ce genre de choses va arriver. On l'a vu récemment, je ne voudrais pas refaire l'actualité autour des organismes américains qui contrôlent ce genre de choses. Donc ce genre de choses va arriver. Et on préfère l'avoir chez soi pour être en position de force dans un cadre géopolitique et obtenir des avantages autre part, plutôt que de le laisser partir, parce que le présupposé, c'est que comme on ne le contrôle pas, c'est pas bien. Et donc je vous ai mis cette petite citation de toujours l'ami Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui, je pense, honnêtement, aujourd'hui, serait bitcoiner. J'ai fait l'analyse.
Il n'y a pas de doute. Je passe de Charles de Gaulle à Nayib Bukele. Pourquoi pas. Dernier exemple, avant de parler plus de souveraineté individuelle et de prendre quelques questions. Dans le dernier étage de la fusée, le fameux « on ne sait pas faire soi-même, donc on dépend de l'étranger », je vous ai dit que pour mitiger ce problème-là, on pouvait diversifier. C'est précisément ce que sont en train de faire des pays comme la Centrafrique ou le Salvador. Le dollar américain n'est pas devenu illégal au Salvador. Cependant, c'est une première porte de sortie de dire « je diversifie en autorisant une autre monnaie ». Pourquoi ? Parce que pour reprendre l'argument sur le privilège exorbitant, quand vous avez les États-Unis qui doivent financer la guerre du Vietnam, ou plus récemment, et de manière un peu plus légère peut-être, dire en fait les dettes étudiantes, on s'en fiche, remboursez pas. Tout cela se fait au prix de tous ceux qui possèdent du dollar, c'est-à-dire pas nécessairement les États-Unis. Donc le budget américain tourne sur le fait que leur monnaie est la monnaie mondiale. Sinon, ça ferait bien longtemps que ce serait effondré. Évidemment, quand vous êtes quelqu'un dont la monnaie nationale c'est le dollar, vous pouvez avoir intérêt à diversifier pour éviter de subir ça à 100% sur votre budget. Quand vous êtes la Centrafrique, il y a un autre évidemment sujet qui est celui du franc CFA, dont d'ailleurs c'est le sujet d'une table ronde, donc je ne voudrais pas m'éterniser là-dessus. Mais le franc CFA est une forme de pacte avec le diable, c'est-à-dire qu'au sortir de la colonisation, le choix un peu caricatural des pays africains sortant de colonisation, c'était soit faire un pacte avec le diable, c'est-à-dire obtenir une monnaie qui soit relativement stable pour développer l'économie, mais au prix d'une souveraineté, puisque la France gère, soit prendre une probabilité de 80% de chance de tomber sur une monnaie comme le Zimbabwe. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas la puissance économique, vous n'avez pas le développement encore pour gérer une monnaie qui résiste aux chocs, qui résiste aux attaques, etc. Donc ce pacte avec le diable, il a été fait par faute d'alternative. Et donc c'est pour ça qu'il est très critiqué encore aujourd'hui dans certains pays d'Afrique, et en particulier de zone CFA. Donc la Centrafrique, pareil, est dans une idée de diversification. Est-ce qu'on n'aurait pas une autre façon de faire maintenant qu'une alternative se présente, qui permette non pas d'avoir sa propre monnaie qui serait attaquée dès le lendemain et qui évidemment partirait en vrille, mais qui ne soit pas non plus une monnaie subordonnée à un pays qui est une ancienne puissance coloniale. Donc je vous ai mis ici la citation de la loi Bitcoin au Salvador. Afin d'atténuer les impacts négatifs des banques centrales, il devient nécessaire d'autoriser la circulation d'une monnaie numérique avec une offre qui ne peut être contrôlée par aucune banque centrale. Donc l'idée, dans le texte même de cette loi Bitcoin, était de dire on veut pouvoir avoir un actif qui ne dépende pas des décisions de quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est extrêmement important d'un point de vue géopolitique, parce que c'est précisément ce que je vous ai dit dans le montage des étages, je fais des rimes, on essaye de réduire sa dépendance à autrui pour être en capacité d'avoir une plus grosse part du gâteau. Dernière chose d'un point de vue souveraineté, j'oublie pas la souveraineté individuelle aussi. On a eu le débat sur les MNBC ce matin, pour ceux qui étaient là. Je vous ai mis, je me suis dit, en fait, je n'ai pas besoin de parler, je vous mets juste la phrase du directeur général de la BRI. Donc, nous ne savons pas qui utilise un billet de $100 ou d'un billet de 1000 pesos aujourd'hui. La principale différence du cash avec une MNBC, c'est que la Banque centrale aura un contrôle absolu sur les règles et réglementations qui détermineront l'utilisation de la monnaie. Et nous aurons également la technologie pour le faire respecter. Ce qui, en termes un peu plus profanes, veut dire nous aurons le contrôle sur ce que vous faites de votre argent. Mais je précise, c'est pour votre bien, toujours. Sinon, ça passe pas, en fait. Donc, merci. Rappelez-vous que c'est toujours pour votre bien, sinon, c'est pas bien. Donc, pourquoi je vous parle d'une porte de sortie ? Parce que d'un point de vue souveraineté individuelle, la déviance, alors je ne vais pas me lancer dans un débat philosophique encore une fois, mais la déviance est importante dans la société. Une société sans crime, ça n'existe pas. La seule société sans crime qui existe, ça s'appelle Minority Report, pour ceux qui n'ont pas vu le film. C'est très intéressant, je vous invite à le regarder. Et globalement, ce n'est pas quelque chose que je souhaite. Ce n'est pas le jardin d'Éden. Donc globalement, cette société où la déviance est permise, elle a besoin d'alternatives qui ne soient pas contrôlables. Ça peut être paradoxal, parce qu'on a l'impression que si on veut éviter le crime, il faut tout contrôler, sauf que ça se fait toujours au prix de la capacité à dévier. Sauf que sans capacité à dévier, vous ne changez pas, vous n'innovez pas et vous restez sur place. Donc cette capacité à dévier, Bitcoin précisément, est une possibilité de porte de sortie pour essayer de continuer à dévier. Petite conclusion, absolument pas centrée malheureusement, très bon en PowerPoint. L'histoire est tragique, c'est la phrase que je vous ai mise de Raymond Aron, et nous sommes en train de nous en rendre compte. Ça faisait 30 ans que l'économie devenait le primat sur tout. Ce qui est très intéressant pour le fan d'histoire que je suis, c'est que quand vous regardez l'histoire de l'humanité, vous avez eu 10 000 ans pendant lesquels l'économie servait la politique. Ça ne fait que 30 ans
que tout ce qu'on fait, et y compris la politique, est au service de l'économie. Je pense que cette parenthèse est en train de prendre fin. Je ne veux pas retomber dans les trucs du président de la République sur les moments de bascule, mais globalement, ça y ressemble quand même un petit peu. Les crises reviennent, les rapports de force reviennent, et donc on va devoir revenir dans un monde dans lequel il faut penser de manière un peu cynique de temps en temps, et pas forcément tout le temps économique. Pour moi, Bitcoin, c'est une occasion unique de renverser la table sur un certain nombre de sujets. Je vous ai montré aussi que c'était une opportunité économique de développer une nouvelle activité. Un problème récurrent en Europe, puisque l'Europe est un peu l'archétype de la fin de l'histoire, c'est vraiment, nous faisons un marché commun, on va tous pouvoir échanger librement, subventionner des activités est interdit, le libre-échange est la règle, on donne des subventions à certains pays qui ensuite vont acheter à l'étranger. C'est une caricature, en tout cas c'est devenu une caricature malheureusement, parce que le rêve européen est très beau, mais c'est devenu une caricature d'une chose qui est incapable de décider quoi que ce soit qui soit à la fois démocratique et anti, on va dire, préserver la souveraineté et donc anti-économique d'une certaine façon. Donc nous avons cette même maladie qui revient sur les cryptos. La focalisation sur la régulation transformera une fois de plus l'Europe en un terrain de jeu pour filiales de nouveaux GAFAM. Parce qu'on va être super content de créer des règles qui vont protéger le consommateur. Je fais une petite parenthèse, vous remarquerez qu'on ne parle jamais de citoyens en Europe, on parle de consommateurs. On sera très content de les protéger et on va organiser les règles d'un jeu auquel ne participeront aucun Européen. Mais libre-échange, let's go. Donc c'est un peu le drame de l'Europe de ces dernières années. Et pour moi, Bitcoin, c'est une bouée de sauvetage individuelle contre la coercition grandissante du capitalisme de surveillance et de la surveillance des États intrusifs. Les deux, puisque pour ceux qui s'y intéressent, il y a aussi un livre qui s'appelle « Le capitalisme de surveillance ». Les États ne sont pas les seuls à jouer un rôle dans cette surveillance généralisée. Donc avoir cette porte de sortie, cette bouée de sauvetage, est extrêmement important à mon sens. Ça ne veut pas dire qu'on en aura tous besoin tout le temps et à tout moment, mais ça veut dire que c'est important de l'avoir j'allais dire, à proximité pour s'en emparer quand on en a besoin et quand on ne pourra pas faire autrement. Dernière chose, en règle générale, essayons d'éviter le fait assez classique, c'est-à-dire quand on se rend compte que c'est utile, c'est trop tard en règle générale. Donc essayez de rentrer dedans avant et de prendre ces considérations géopolitiques en compte. Je pense que c'est souvent un angle mort de la vision des bitcoiners et de la vision économique sur le sujet de Bitcoin. Et donc c'est pour ça que je voulais vous livrer quelques pistes de réflexion qui sont évidemment débattables. Voilà. Merci de m'avoir écouté. On peut passer aux questions.